Wow. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va? C'est mieux de parler, c'est peut-être plus simple de parler avec ça, si tu veux. Ben, si vous m'entendez, moi, c'est pour l'enregistrement peut-être. Merci, Dr. Girardin, de m'avoir invité à venir présenter l'expérience québécoise. Enfin, je devrais dire l'expérience québécoise et suisse, parce que la majorité des travaux que je vais présenter ont été réalisés par Dr. Noble ici, qui a parti le bal dans notre institution. Et je vais vous montrer ensuite les travaux qui découlent à la suite de ça. Donc, l'expérience québécoise, mais c'est surtout l'expérience montréalaise. Il faut comprendre que dans tout le Québec, il y a à peu près 2 centres qui vont faire des fuites, de réduction de fuites percutanées pour des fuites paravalvulaires. Et la majorité des procédures sont faites à l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, pour ceux qui ne sont jamais allés au Québec et qui sont inconfortables avec mon accent, ben, c'est votre problème. Mais si vous voulez, je peux parler en anglais. Mais il faut savoir qu'au Québec, présentement, c'est le temps des sucres. Alors, ceux qui sont déjà allés au Québec, le sirop d'érable commence à couler. C'est, à mon avis, le meilleur temps de l'année. À ce moment-là, on aime bien sortir nos chemises carottées, nos raquettes, puis aller à la cabane à sucre, comme on dit par chez nous. Bon, allez. Donc, le papier de Dr. Noble, qui résumait en 2009 l'expérience de l'Institut de cardiologie de Montréal, a longtemps été le plus gros papier au monde en termes de patients année, donc en termes d'expérience sur la, pas en termes absolus de patients, mais la durée du suivi multipliée par le nombre de patients, faisant en sorte que ça a été longtemps le papier le plus important dans le domaine, qui résumait l'expérience essentiellement des implantations faites par le Dr. Reda Ibrahim. Je vous avertis immédiatement, je ne suis pas un implanteur, je ne fais pas de réduction de fuite percutanée. Je suis un statisticien, je suis un cardiologue d'intervention, mais ma formation à moi, c'est dessiner des devis cliniques, dessiner des études cliniques. Et le message dont je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui, c'est qu'il est temps désormais de faire un essai clinique. Et je vais essayer de vous accompagner dans mon raisonnement. Donc ça, c'était la première série où on voulait évaluer dans une analyse multivariée digne de ce nom les conséquences d'une réussite versus d'un échec chez les patients qu'on amenait au laboratoire pour réduction de fuite périprothétique. Et le point d'aboutissement primaire dans notre première analyse, c'était la survie sans mortalité, hospitalisation pour défaillance cardiaque ou réintervention. Et comme on voit ici, c'était un suivi moyen aux alentours de 7 ans à cette époque-là, donc un suivi moyen aux alentours de 7 ans. Le taux de mortalité, c'était de 50 % quand on réussissait et 57 % quand on échouait. Et je vais vous montrer tout à l'heure les taux de réhospitalisation puis de réintervention. Mais ce qu'on voit sur cette figure-là, c'est qu'avoir une fuite au Québec, à tout le moins, avoir une fuite paravalvulaire percutanée, avoir une fuite paravalvulaire prothétique qu'on amène au laboratoire pour réduction, c'est pire qu'un cancer du poumon. La mortalité est pire qu'un cancer du poumon. Donc, le point numéro 1 qui est ressorti de notre analyse, c'est que même si, en réussissant l'intervention, on est capable d'améliorer le devenir de ces patients-là, on les opère beaucoup trop tard, du moins au Québec. Ça porte à réfléchir, est-ce qu'on devrait intervenir plus rapidement chez ces patients-là? Donc, dans notre analyse multivariée, Stéphane Noble avait identifié que la réussite d'une fuite paravalvulaire, de la réduction d'une fuite paravalvulaire, était associée avec une réduction significative et indépendante de la survie sans mortalité, défaillance cardiaque et réintervention chirurgicale. Maintenant, la prochaine question, c'était de voir comment la littérature allait dans ce sens, parce qu'à l'époque, ça a été publié en 2015, il y avait 9 papiers qui résumaient leur expérience en méta-analyse. Donc, on a décidé de faire une méta-analyse qu'on appelle avec un devis bayésien. Donc, cette méta-analyse-là visait à revoir l'effet d'une réussite versus d'un échec, encore une fois, chez les patients qui étaient soumis à une fermeture de valve de fuite paravalvulaire percutanée. Donc, dans les études, lorsqu'on a fait l'abstraction des données, le succès technique était défini comme la livraison d'une prothèse, mais ce qui nous intéressait, c'était le succès procédural. Donc, un succès technique avec une réduction effective de la fuite paravalvulaire, parce qu'il arrive à l'occasion, pour ceux d'entre vous qui faites la réduction de fuite paravalvulaire, que malgré l'implantation de prothèses, il n'y a pas de réduction de la régurgitation comme telle. Donc, on voulait voir comme point d'aboutissement une amélioration d'au moins 1 grade dans l'échelle New York Heart Association. Et pour ceux qui avaient de l'anémie hémolytique, on voulait voir diminution des besoins en transfusion et amélioration des paramètres hémolytiques.
Donc, on a fait une analyse bayésienne hiérarchique en méta-analyse. Et après avoir identifié la littérature, on avait identifié 64 résultats uniques, lesquels, après analyse profonde, ont révélé que seulement 9 publications originales décrivaient succès versus échec en réduction de fuite percutanée. Et tous étaient des études non randomisées. Donc, présentement, il n'y a pas d'essai randomisé. Et il y a plusieurs défis à relever avant de pouvoir se rendre là. Et lorsqu'on regarde la méta-analyse comme telle, ces résultats-là avaient été publiés dans le Journal canadien de cardiologie, comme je disais tout à l'heure. Donc, dans la méta-analyse, ce qui était très intéressant, c'est qu'on était de façon drastique capable d'améliorer la classe fonctionnelle et l'hémolyse de façon significative. Donc, c'était un résultat probant avec un odd ratio là, à 7,63. Donc, c'était très convaincant à cet égard. Quand on regardait, par contre, au niveau de mortalité toute cause, la réduction était cliniquement significative, n'est-ce pas, mais elle était statistiquement non significative. Donc, oui, la réduction était impressionnante. Ça suggère fortement qu'il pourrait y avoir une réduction de mortalité, mais je ne le démontre pas du tout. Il faut être très prudent parce que d'abord, c'est des analyses observationnelles rétrospectives et ensuite, c'est non significatif. Mais ça donne envie de croire que ce qu'on fait aide le patient. Maintenant, quand on regardait aussi les réopérations, on avait un odd ratio à 0,58, donc un effet protecteur lorsque la procédure était réussie. La prochaine question, basée sur notre expérience personnelle, la méta-analyse, c'est « Sommes-nous meilleurs que les chirurgiens? » Et là, comparer des pommes et des oranges, c'est très difficile parce que vous me voyez venir. Moi, je veux savoir, est-ce que je peux aller face à face avec un chirurgien et prétendre faire un essai clinique? Alors, il faut comprendre qu'en médecine, les idées apparaissent, aussi saugrenues soient-elles initialement, elles évoluent dans le scepticisme, elles maturent dans l'optimisme et elles meurent dans l'euphorie. C'est le fameux économiste John Maynard Keynes qui a dit ça à propos des bull markets à la bourse. Mais les idées en médecine, c'est un peu la même chose. Alors, n'écoutant que notre courage, on a décidé de comparer l'expérience chirurgicale versus transcathéter pour les fuites paravalvulaires percutanées. Donc, à ma connaissance, ce que je vais vous présenter, c'est présenté pour la deuxième fois, c'est la deuxième fois qu'on le présente. Ça a été sévèrement rejeté par le JACC et sévèrement rejeté par le Journal européen de cardiologie. D'ailleurs, je suspecte qu'un des réviseurs est dans cette salle. Et quand je vous dis sévèrement rejeté, c'est très difficile parce qu'on compare des populations qui sont difficilement comparables. Mais cet exercice, messieurs, mesdames, est tout de moins nécessaire parce que si on veut être capable de traduire ça en réalité dans un essai clinique, il faut faire ce cheminement-là. Alors, je vous présente le travail de Xavi Milan, qui est un fellow qui était chez nous à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui est retourné à Barcelone, et Ismaël Bouhout, qui est un fellow en chirurgie chez nous, encore en chirurgie cardiaque. Et c'est vraiment ces deux individus-là qui ont mis la main à la pâte pour reprendre le travail qui avait été fait par Dr Noble et le reconduire et mettre à jour la base de données, maintenant pour inclure les patients chirurgicaux. Donc, je vous demande de faire attention à ce que je vais vous présenter. Je suis tout à fait au fait des biais et des confondants dans l'analyse que je vous présente. Et on en reparlera si vous voulez. Donc, je vais être très prudent dans mes conclusions et je ne vais pas faire des déclarations à l'emporte-pièce sur mes hypothèses et mes trouvailles. Bref, on voulait savoir si, chez les patients avec une fuite paravalvulaire sévère et symptomatique, une réduction de valves percutanées, de fuite paravalvulaire percutanée, est associée avec un bénéfice clinique équivalent à celui de la chirurgie. Notre hypothèse primaire était qu'après ajustement des facteurs confondants principaux, du biais de référence et des facteurs prédicteurs de mauvais aboutissement, une réduction percutanée, transcathéter, serait associée avec un outcome clinique pire que ce qu'il serait avec la chirurgie. Autrement dit, on tablait sur l'idée que la chirurgie est supérieure à la réduction percutanée. Cependant, dans notre hypothèse secondaire, c'était une analyse stratifiée, on tabulait sur le fait que la réduction percutanée, lorsqu'elle était réussie et bien faite, menait à des résultats équivalents à celui de la chirurgie. Donc, vous comprendrez rapidement qu'il y a trois possibilités. La chirurgie, la réduction percutanée qui réussit et la réduction percutanée qui ne réussit pas. Et je vais vous présenter d'abord chirurgie versus toute réduction percutanée et ensuite stratifier selon échec et réussite en réduction percutanée. Vous allez voir, il y a une différence importante. Donc, c'est une analyse où on a fait des analyses, on a fait deux modèles multivariés. Le modèle d'analyse principal, c'était Quark Proportional Hazard Analysis.
La variable dépendante, c'était la survie sans hospitalisation et hospitalisation pour défaillance cardiaque et mortalité. Et puis, comme analyse secondaire, on va avoir fait la mortalité seule. Et là, les candidats prédicteurs, je vais vous les présenter ici. Donc, imaginez-vous l'association entre la fuite paravalvulaire et la mortalité. Donc, dans un premier modèle, on a déterminé les caractéristiques de base démographiques qui étaient associées au point d'aboutissement. Donc, ce qu'on voulait essentiellement, c'est minimiser la disparité entre les deux groupes. Et vous allez voir, elle est considérable. Ensuite, on voulait ajuster pour la propensité pour les patients de subir une réduction percutanée versus allant en chirurgie. Parce que lorsque vous avez le patient devant vous, vous décidez soit vous le référez en chirurgie pour une réintervention chirurgicale, ou vous décidez vous-même de le prendre en charge et de l'amener au laboratoire pour réduire la fuite. Mais il y a des raisons qui vont faire en sorte que vous allez préférer l'un ou l'autre. Et dans un modèle, on a essayé de dériver un score de propension pour pouvoir l'inclure dans un modèle final de survie. Troisième élément pour lequel on a bien sûr ajusté pour chirurgie versus réduction transcathétaire, donc le type d'intervention. Et quatrième élément pour les prédicteurs cliniques de adverse event, d'événements adverses chez les patients avec fuite paravalvulaire. Donc, on a utilisé les patients consécutifs de l'Institut de cardiologie de Montréal depuis 1995 jusqu'à décembre 2014. Donc, décembre 2014 pour avoir au moins un an de suivi pour la majorité des patients. Donc, les patients étaient inclus s'ils avaient une fuite paravalvulaire symptomatique pour lequel la classe fonctionnelle était New York Heart 3 ou 4 ou en dépit de thérapie médicale optimale et une anémie hémolytique requérant perfusion répétée. Certains patients n'étaient pas tant défaillants, mais il y avait une anémie hémolytique sévère. Et étaient exclus de l'analyse les patients avec endocardite infectieuse. Je pense que c'est une population complètement différente. Et aussi les patients qui avaient une réduction de fuite paravalvulaire percutanée, mais dans la perspective où c'était une indication secondaire à la chirurgie. Par exemple, si le patient était opéré pour pontage, il y avait une toute petite fuite et on la corrigea au passage, bien, ce patient-là n'était pas inclus dans l'analyse. Donc, on prenait vraiment les fuites paravalvulaires comme diagnostic principal. La majorité de ces patients-là avaient aussi, je dois le dire, une réparation de plastie mitrale. Donc, on a défini le succès et l'échec différemment selon s'il s'agissait d'une chirurgie ou d'une réduction percutanée. Donc, en chirurgie, on voulait des fuites résiduelles moins que légères, sans mortalité périopératoire, ni réintervention, infarctus ou AVC. Tandis que pour le transcathéter, on voulait que la fuite résiduelle soit inférieure à 2 sur 4, nonobstant le niveau de départ, si c'était 4 sur 4 ou 3 sur 4. Le succès clinique était défini comme, donc on disait qu'on avait réussi ou il y avait un succès clinique si en post-procédure, la classe fonctionnelle était à 2 ou moins, ou s'il y avait une amélioration des paramètres hémolytiques tels que définis par le NCI, l'échelle NCI. Et là, vous allez dire, mais pourquoi ces définitions? Donc, j'étais co-président d'une Research Academic Consortium qui vient d'être accepté pour publication dans le Journal européen de cardiologie et dans JACC, donc le mois prochain. Et vous allez avoir tous les principes cliniques, mais aussi les définitions qu'on anticipe devoir utiliser dans la perspective d'un essai clinique ou d'un registre, par exemple, ou un observatoire. Donc, c'est directement issu des travaux qu'on a fait à l'Institut de cardiologie de Montréal, mais aussi avec le consortium de recherche académique. Le consortium était présidé par le Dr. Carlos Ruiz, qui est à New York. Et Reda Ibrahim aussi était sur le consortium. En fait, on était plusieurs Nord-Américains, quelques Européens malheureusement, mais quand même une discussion fort intéressante. Et pour en revenir à notre analyse, donc, je passe rapidement sur le modèle statistique parce que c'est peut-être un peu moins pertinent d'en parler présentement, mais si vous avez des questions, je pourrais facilement y répondre. Et maintenant, au niveau des résultats, donc, on a inclus dans l'analyse 269 patients qui, à ma connaissance, fait de cette série la plus large au monde. On a exclu 38 patients de l'expérience parce qu'ils avaient une opération. 19 patients avaient une chirurgie à titre d'indication secondaire. Ils étaient principalement opérés pour une autre raison. 12 endocardites infectieuses. On a aussi exclu les patients qui avaient des fuites paravalvulaires, bivalvulaires, donc mitro-aortiques, simplement parce qu'on ne savait pas comment les catégoriser et comment les ajuster dans le modèle. Donc, on avait 80 patients avec réduction transcathétaire et 151 patients avec correction chirurgicale. Et c'est là que les poils doivent vous hérisser parce que je vais vous présenter les caractéristiques de base. Vous comprendrez rapidement qu'il y a un pointeur ici, n'est-ce pas? Vous comprendrez rapidement qu'il y a une disparité
très importante entre les patients assujettis à la chirurgie et ceux assujettis à la réduction percutanée. Donc, d'une part, les patients transcathétaires étaient plus âgés. D'autre part, ils étaient plus malades, notamment le prédicteur principal dans la majorité des modèles, c'est l'insuffisance rénale, donc qui était sévèrement plus présente chez les transcathétaires. Il y a aussi, les patients étaient davantage opérés au niveau du cœur pour maladie cardiaque athérosclérotique. Quand on regarde au niveau des caractéristiques de base, les patients, je pense, étaient aussi malades les uns les autres, donc des classes 3 ou 4 en majorité, ça c'était égal. La bonne nouvelle, c'est que la pression de la fraction d'éjection était la même chez les patients, mais la pression de l'artère pulmonaire était beaucoup plus élevée chez les patients assujettis à la réduction transcathétaire. Maintenant, au niveau de l'indication, c'était relativement similaire. C'était une majorité de défaillance cardiaque, quelques patients pour hémolyse, mais aussi une certaine population qui avait les deux présentations simultanées. Et vous allez voir que, à tout le moins dans notre série, et je sais que c'est controversé, les résultats, s'il s'agit d'hémolyse ou de défaillance cardiaque, sont complètement différents. Et je vais y revenir dans un instant. Donc, il faut voir aussi que la majorité des patients envoyés en réduction transcathétaire étaient des patients qui avaient eu davantage de chirurgie cardiaque. Donc, c'était souvent des patients opérés 3 fois, ce qui était moins rarement le cas chez les patients envoyés en chirurgie. Donc, clairement, des patients qui sont difficiles à comparer. Et les stratifications de risque au niveau Euroscore, donc clairement, les patients transcathétaires étaient plus malades. Alors, la question, c'est, aurions-nous dû nous contenter d'analyses descriptives seulement sans tenter de faire d'analyses ajustées? Je vous laisse arbitrer, mais je vais vous présenter les deux résultats et vous ramenerez ça à votre goût. Donc, lorsqu'on présente la probabilité de mortalité toute cause, donc vous avez ici la correction chirurgicale, et je vais vous présenter les données ici, et vous avez la réduction transcathétaire. Et regardez ce qui se passe la première année. Donc, vous avez, dans les premiers mois, une augmentation associée à la chirurgie, ce qui n'est pas une surprise, et ça prend environ 1 an pour, à la réduction transcathétaire, d'être rattrapé par la chirurgie. Donc, les thérapies demeurent équivalentes pendant 1 an, et après ça, clairement, la chirurgie est supérieure. La ligne jaune ici que vous présentez, c'est une comparaison avec l'ensemble de tous les patients, les milliers de patients qui ont été faits dans l'histoire de l'Institut de cardiologie de Montréal qui sont opérés pour une première valve. La question qu'on se posait avec ça, c'est est-ce qu'une réduction chirurgicale ou percutanée d'une fuite paravalvulaire, on est capable de ramener ça à un patient, à la survie équivalent à un patient qui se fait opérer pour la première fois? Eh bien, la réponse, c'est non. Les patients demeurent tout de même plus malades et ont tendance à mourir davantage, encore plus si c'est percutané. Maintenant, ça ici, vous avez la ligne grise qui est la population générale. Donc, ça représente près de, en fait, plusieurs millions de patients au Québec et vous remarquez que ces patients-là sont significativement plus malades que la population générale. Alors, ça répond à une question. La chirurgie, à mon sens, bien que notre analyse soit biaisée, est associée à une réduction du risque, considérant le case mix, mais quand même. Et la chirurgie, aussi bonne soit-elle, ne saurait normaliser le devenir de ces patients-là. Donc, ça va toujours demeurer des patients plus susceptibles que la population générale ou que les patients opérés pour une première fois. Maintenant, là, on va regarder non pas la mortalité, mais l'association mortalité et défaillance cardiaque. La disparité est encore pire et elle est presque instantanée. Donc, si la mortalité demeurait équivalente au niveau de la première année, si on inclut dans l'analyse la défaillance cardiaque, on se rend compte que la réduction transcathétaire ne fait pas aussi bien que la chirurgie. Et lorsqu'on ajuste pour les modèles dont je vous ai parlé, le hazard ratio là, est assez convaincant. Donc, je pense qu'il est légitime de dire que la correction chirurgicale demeure l'étalon or comme traitement. Est-ce qu'il y a des chirurgiens dans la salle? On n'est pas obligé de leur dire non plus. On n'est pas obligé de leur dire. Moi, je suis un cardiologue d'intervention. Hein, ça me brise le cœur aussi, mais c'est probablement parce qu'on opère trop tard ces patients-là. Nous, on intervient trop tard sur ces patients-là. Donc, la première série de conclusions, il va y en avoir une autre série de conclusions. J'ai d'autres résultats à montrer, mais sur un suivi médian de 9 ans, la chirurgie est associée avec une réduction importante de la mortalité toute cause et de la défaillance et hospitalisation pour défaillance cardiaque comparée à la réduction transcathétaire.
il y avait une tendance vers la réduction de mortalité versus transcathéter, mais c'était non significatif. Et aucune des interventions ne parvient à normaliser le devenir de ces patients-là. Je pense que c'est un message important. Il faut attribuer, assigner des ressources à ces patients-là parce qu'ils sont plus malades que la population générale. Maintenant, ça, c'est la diapositive qui vous intéresse, messieurs, dames. Donc, vous avez ici l'association mortalité toute cause et défaillance cardiaque. Et ce qui fait changer le plus, c'est est-ce que la procédure a réussi ou a échoué. Donc, en rouge, encore une fois, vous avez les patients pour qui la réduction percutanée a échoué. Et en vert, vous avez ceux pour qui la réduction percutanée a réussi, tandis qu'en bleu, vous avez encore la même courbe chirurgicale. Et là, vous voyez clairement, je pense, qu'on est capable d'infléchir le devenir de ces patients-là et d'améliorer le devenir de ces patients-là en intervenant, même si on sait que les patients en rouge et en vert sont beaucoup plus malades que les patients en bleu. Il y a un gradient à aller chercher, on est capable d'améliorer. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à améliorer nos techniques. Il faut qu'on continue à travailler dans cet ordre-là. Maintenant, regardez bien, si on regarde sur la mortalité seule, là, ça devient très, 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 très intéressant. Les courbes de percutanée et de percutanée réussie, donc en vert, et chirurgie, se superposent de façon prolongée, presque jusqu'à 2 ans. En fait, à cet ordre-là, si, par exemple, vous étiez un trialiste et vous vouliez faire un essai clinique avec point d'aboutissement primaire comme mortalité, vous pourriez rencontrer votre objectif primaire en mortalité à la première année, voire à la 2e année avec une marge de non-infériorité. Il n'y a jamais personne qui a présenté ça. Là. Il n'y a jamais personne qui a été capable de dire ça avant. Et je pense que, comme petite communauté que nous sommes, nous devons nous mobiliser pour transformer ces résultats-là en réalité dans un essai clinique. Donc, conclusion numéro 2, nous, après ajustement, les probabilités de mortalité toute cause ou réhospitalisation pour défaillance cardiaque étaient encore meilleures avec la chirurgie comparée à la fois avec le succès ou l'échec, mais il y avait une sérieuse tendance au niveau de la mortalité en faveur d'une équivalence des 2 traitements. Voilà. Maintenant, ça, ce n'est pas décrit dans l'analyse statistique, mais ça va être dans le papier. On a des patients les 80 patients qui étaient envoyés en transcathéter, que sont-ils devenus en réalité? On a eu un taux de succès de 44 selon les définitions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est équivalent à l'expérience que vous avez en France. Tout dépend, j'estime, la façon dont le succès est défini. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que la moitié des patients qu'on a décrit comme échec, la moitié de ces patients-là, c'était des patients avec anémie hémolytique. On trouve que la réduction de fuite percutanée n'est pas très efficace pour adresser le problème d'hémolyse comme tel. On a eu des non-améliorations ou des exacerbations catastrophiques ou des patients qu'on a dû référer immédiatement en chirurgie. Donc, ça serait une leçon, je pense, à retenir si on dessine un essai clinique un jour, c'est de ne pas nécessairement inclure les patients avec anémie hémolytique parce que je pense qu'à ce jour, le meilleur traitement, c'est la chirurgie. Donc, fort de cette expérience, nous proposons l'algorithme de traitement suivant, et ça, c'est ma dernière diapositive. Donc, si vous avez un patient symptomatique avec une fuite paravalvulaire sévère, soit une hémolyse NCI plus que 3 ou une défaillance cardiaque New York Heart plus que 3. À ce moment-là, si le risque chirurgical est bas, on recommande la correction chirurgicale. Si une chirurgie concomitante est requise malgré que le risque chirurgical soit élevé, il faut considérer la correction chirurgicale, par exemple, si votre patient a besoin de pontage pour un tronc commun, par exemple. Si le patient a de l'anémie hémolytique, on recommande la correction chirurgicale. Donc, encore une fois, ça restreint davantage les patients qui sont éligibles. Maintenant, si le patient n'a pas un risque élevé, n'a pas d'indication secondaire ou d'anémie hémolytique, il est temps d'avoir une discussion avec le Heart Team, le chirurgien cardiaque, mais aussi le spécialiste en imagerie. Et le spécialiste en imagerie est la personne la mieux positionnée avec l'hémodynamicien pour déterminer si on sera capable ou non d'implanter une valve dans le plan de déhiscence, une prothèse dans le plan de déhiscence sans nuire à la valve déjà en place. Et si la réponse est oui, on tente une réduction transcathéter, sinon on s'en va en chirurgie correctrice. Et de là, soit un succès, soit un échec.
Et à ce moment-là, il faut considérer la correction chirurgicale si le patient demeure éligible, attendu que le risque n'est pas prohibitif. Maintenant, je termine ici. Si vous voulez parler de quoi pourrait avoir l'air un essai clinique, moi, j'ai des idées, j'ai des réflexions. Je pense qu'au moins, les résultats présentés aujourd'hui informent sur les assumptions statistiques ou les hypothèses statistiques qu'on pourrait mettre de l'avant pour un essai clinique. Mais je pense qu'avant de faire un essai clinique, on doit avoir une meilleure prothèse, une prothèse dédiée pour ça, puis un meilleur taux de succès. Je suis convaincu, sur les résultats que je vais vous présenter, que les patients que nous, on a amenés au laboratoire étaient tellement plus malades, malgré mes meilleurs efforts, malgré mon devis statistique, je n'ai pas réussi à corriger le fait que ces patients-là étaient plus malades et allaient mourir davantage. Et je suis convaincu que lorsqu'on aura une prothèse qui va fonctionner, on va faire aussi bien que la chirurgie en regard de la mortalité à cause de ça. Je vous remercie. On est admiratif de ce travail. On regrette de ne pas t'avoir rencontré avant de lancer notre registre. Et juste une ou deux réflexions. Je pense que la différence, d'abord le travail d'immense, il y a d'énormes reculs. Et c'est ce qui nous manque souvent. Il faut voir les choses avec recul. La différence entre succès technique et succès clinique, ça c'est fondamental. On insiste beaucoup là-dessus parce que quand on sort de la salle, on est content, mais ce n'est pas ça qui compte. Il faut être content, pas uniquement à la sortie de la salle, Ouais. mais ensuite dans le temps. Et tu as insisté sur les très bons résultats de la chirurgie. Ça, c'est quelque chose que nous, cardiologues interventionnels, on doit avoir en tête. Et c'est les principales réflexions que j'ai eues en t'écoutant. Et je suis vraiment admiratif de cet immense travail. Et je crois qu'il y a tout de suite des réflexions dans la salle. De l'autre côté, la chirurgie des fuites paravalvulaires, ça ne réussit pas toujours non plus. Donc, ce serait intéressant d'ajouter une courbe. C'est le traitement percutané qui réussit versus la chirurgie qui rate. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. En fait, il y a des données que je n'ai pas présentées, là. Et je crois que c'est vous qui avez révisé mon papier pour le Journal européen parce que vous avez un commentaire très similaire à celui qui m'a été soumis, mais la mortalité post-opératoire en chirurgie, le taux d'AVC qu'on a, nous, c'est 10 %. C'est ahurissant. Donc, dans une perspective court terme, un peu la même réflexion à laquelle on assujettit le patient lorsqu'on l'envoie en pontage pour des troncs communs, c'est qu'il y a une mortalité périopératoire très élevée. Ça va prendre 1 an avant qu'il puisse en bénéficier. Ouais, donc, le taux d'AVC à 10 %, taux de mortalité beaucoup plus élevé que le percutané. Alors, c'est pas banal. Alors, je suis convaincu qu'on est prêt pour un essai clinique, il faut juste trouver la bonne question. Puis trouver la bonne population de patients. C'est-à-dire une population qui ont des fuites paraprotétiques de petite taille, qui sont faciles à fermer et qui ont des résultats. Et par contre, des populations où il y a parfois que d'insuffisance cardiaque, on met une prothèse, on est content, mais finalement ils émobilisent après. Il faut moins d'insuffisance cardiaque, mais ils émobilisent beaucoup. Ou alors ils ont les deux, mais c'est très difficile à fermer. Ouais. Ouais, on a eu les deux. On a eu, et je suis sûr que c'est votre expérience, on a eu des patients avec, comme vous décrivez, là, une anémie hémolytique sévère qu'on a tenté de réduire et ça n'a pas fonctionné. Ils ne sont pas nécessairement pires, mais on a eu des patients avec des bons résultats aussi, là. Mais on a eu des patients qui n'avaient pas d'hémolyse et là, en post-procédure, ils se ramassent avec une hémolyse carabinée et une défaillance cardiaque. Et l'observation que je fais, c'est que les hémolytiques représentent dans la population de base 30 % des patients, de l'indication, seuls ou combinés, alors qu'ils représentent 50 % à 60 % des échecs tels que définis par nos paramètres. Donc, une surreprésentation, c'est une observation associative, il faut la prendre pour ce qu'elle est, là. Il ne faut pas essayer de la disséquer, c'est vrai, mais votre observation est juste. Oui, juste, effectivement, pour un essai clinique, je pense que maintenant on a suffisamment d'éléments parce que par rapport aux autres années, la question qui se pose, c'est effectivement la comparaison avec la chirurgie. Je pense que les deux premiers orateurs l'ont bien montré. On n'a pas la réponse à ça. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas avoir une prothèse.
parce que ces fuites, elles sont tellement de formes tellement variables, de positions, et de même qu'on ne peut pas non plus avoir une seule technique. Il faut vraiment voir que les résultats aussi se sont améliorés, même si moi je ne l'utilise pas depuis l'émergence de la technique transapicale. Ça a entraîné beaucoup d'améliorations de résultats. Elle est aussi liée au fait que la prothèse Occlutech a un profil, un très mauvais profil, donc on ne peut pas l'utiliser vraiment percutanée comme les prothèses en laser. Donc je crois que oui, il faut faire un essai clinique, mais avant ça, il faut définir toute une méthodologie, non seulement comme vous l'avez, vous, c'est parfait pour la méthodologie donc scientifique. Par contre, il faut qu'on définisse une méthodologie technique, procédurale, et pas seulement une prothèse. Et c'est là où est toute la difficulté. Et j'insiste sur une chose, là. L'endroit dans le monde où ça doit se faire, c'est ici en Europe, c'est pas en Amérique du Nord. Les Américains ont accès à une seule prothèse, c'est pathétique. Les Français, vous êtes avant-gardistes. Les Suisses aussi. Non, mais il faut voir comment sont les choses en Amérique. Et ensuite, il y a l'Espagne aussi qui est très, très fort en fuite paravalvulaire. Donc, je pense qu'en Europe, vous avez tous les ingrédients. Alors, moi, c'est pour ça que j'étais très excité de venir ici. Et c'est aussi pour ça que je suis très intéressé de verser nos observations québécoises à votre observatoire, parce que c'est hyper important. Écoute, on est ravis et c'est pour ça qu'on veut regrouper un maximum d'expérience. Je crois qu'on va prolonger énormément la discussion ensemble pour l'avenir. On passe au rétrospectif ou on continue? Tu veux encore une question? Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez pu voir l'effet learning curve et une différence en fonction de l'expérience au fur et à mesure du temps? Stéphane, tu veux commenter? À tout seigneur, tout honneur. Je dirais qu'il y a vraiment une différence avec l'arrivée de Reda Ibrahim à l'Institut, c'était vraiment en 2007. Parce qu'avant, ça se faisait sans guidance de Théo, enfin, c'était vraiment juste avant JO. Enfin, je ne suis pas sûr que percutané, c'était déjà en 95, je pense que c'est chirurgical 95. La première percutanée chirurgicale bien avant 95, mais la première, on a commencé en 95 parce que c'était la première percutanée. Ouais. Donc c'était quand même assez. Les résultats étaient moins bons clairement là, parce qu'il n'y avait pas le Théo, il n'y avait pas le 3D. C'était vraiment le début. Et Reda Ibrahim était arrivé avec la technique, et après il y a encore eu les prothèses. Et au début, il mettait des piliers. Ouais. Piliers au coude, il y a eu des carbonisations. Ouais. Maintenant, c'est des cardiac plugs. Et, Dans vos analyses, est-ce que vous avez pris en compte le timing de l'implantation? ouais. Ouais. Il y a Riyad qui a une dernière question. Une question dans votre étude, est-ce que vous avez pensé évaluer les patients qui auraient été un échec à la chirurgie et pour qui aurait été pensé secondairement à une fermeture endovasculaire? Ben, en fait, ceux qui étaient envoyés en percutané, quand vous y pensez, étaient tous des patients comme vous le décrivez. C'était tous des échecs éventuels de la chirurgie. Ils étaient tous réévalués par leur chirurgien, puis le chirurgien disait « Non, il est trop malade, je ne veux pas l'opérer ». Alors, c'est clair que c'est des patients plus malades. Pensez au jour où si on décide, fort de cette perspective, de dire « On va faire un essai clinique », et là, on va dire au chirurgien « Es-tu prêt à randomiser ton patient? Si c'est face, tu l'opères. Si c'est pile, je l'opère. » Là, les patients vont être comparables du jour. Et je suis convaincu qu'on va faire aussi bien qu'eux autres. Et on en profite parce que les chirurgiens ne sont pas là pour se défendre. On voit les deux courbes que vous montrez, succès, fermeture percutanée versus chirurgie. À 2 ans, on voit qu'il n'y a pas de différence, mais au-delà, on voit que les courbes divergent en faveur de la chirurgie. Ouais. Est-ce que la différence est significative? Et auquel cas, quelle était la cause, selon vous, de la surmortalité dans le bras, succès de fermeture percutanée? Est-ce que c'est des événements thrombogéniques de surcroît ou... Alors, si on prend le plus long suivi, la différence de mortalité n'est pas significative. On a un suivi jusqu'à 9 ans. C'est cliniquement supérieur pour la chirurgie. Si vous regardez les chiffres indépendamment du p-value, c'est sûr que la chirurgie ressort mieux. Une tendance en faveur de la chirurgie à 9 ans. Mais le modèle est très instable au-delà de 3 ans à cause du nombre de patients. Donc, à 3 ans, c'est à peu près équivalent. La chirurgie semble légèrement supérieure. Et pour moi, la réponse, c'est parce que, à la base, les patients percutanés sont plus malades et c'est pour ça qu'ils meurent plus.
pas parce que la fuite la réduction percutanée est un moins bon traitement, surtout quand ça réussit. Oui, plus âgé, le Parsonet score était plus élevé, le Euroscore était plus élevé. Et je ne sais pas si vous faites des statistiques, mais même le meilleur modèle statistique ne peut pas ajuster pour ces facteurs confondants-là. Donc, si on est capable de réunir tous les ingrédients, des vrais patients comparables, une prothèse qui fonctionne adéquatement, puis un devis d'études satisfaisant, avec une uniformisation des procédures, je pense qu'on est capable de faire un essai clinique. Il faut juste convaincre Saint-Jude maintenant. Eh bien, un grand merci. Il y a Sébastien Squat qui va... donc, vous savez qu'on a décidé de lancer un registre prospectif. Et on a décidé janvier, auquel on vous invite tous à participer, de faire le point avec un registre rétrospectif. Il y a une première analyse qui a été faite et Sébastien va vous en parler. Ça permet d'avoir une photo avec les limites de ce genre de registre. Mais ça nous permettait d'avoir